Un jour, un ami me montra ce tableau d'un artiste québécois inconnu. La toile était inclassable, magnétique. J'étais stupéfait. J'appris que l'artiste, exilé à Paris depuis 1954, stockait dans son petit atelier plus de 200 toiles aussi étonnantes. Je décidai alors d'aller le rencontrer. Ce peintre, le voilà. C'est Marcel Barry. J'ai tout de suite été frappé par sa jeunesse d'esprit, sa grande modestie et son envie brûlante de me présenter son travail. C'était une œuvre qu'il montrait à l'occasion en privé, mais qu'il n'avait jamais encore dévoilée au public. Là, par contre, j'ai senti que le vent tournait. Marcel Barry se préparait à faire un grand saut. Quelques mois plus tard, une centaine de toiles quittent Paris pour le Québec après 45 ans d'entreposage. Dans ces caisses, un journal intime peint sur presque un demi-siècle. Une œuvre secrète, créée en toute liberté pour le pur plaisir de peindre, loin des galeries et des musées. Mais comment son œuvre est-elle restée ignorée si longtemps? Après tant d'années de secret, pourquoi a-t-il accepté maintenant d'ouvrir la porte de son atelier? Afin de comprendre l'homme et d'élucider le mystère de cette œuvre paradoxale, il y a bien quelques pistes à remonter. Warwick, dans les Bois-Francs. Barry est né en 1917, dans une famille d'industriels ruraux. Lucette, son épouse. La voici, jeune fille. Un chien nommé Félix, à la mémoire du grand-père Félix Barry, grand industriel et maire de Warwick. Qui est ce Pierrot présent dans plusieurs toiles? Et pourquoi cette fascination pour les catastrophes? Le 25 avril 1944, un avion de guerre s'écrase à Montréal. Barry est là. Il quitte les lieux, un débris d'avion sous le bras. Où va-t-il, ce solitaire qui adore les balades nocturnes? Surtout à Paris, où il fait moins froid. Comment s'expliquer qu'après l'unique exposition à Paris en 1950, 45 ans se soient écoulés avant qu'on ne revoie son œuvre? Et surtout,
Il faut contempler les tableaux pour y trouver des indices. C'est parfois charmant, ou alors terriblement cru. Comment réconcilier ce regard sublime avec cette vision insupportable? Mais quel âge a-t-il, celui qui regarde comme un enfant et constate comme un adulte la désolation du monde? Pourquoi les toiles sont-elles à la fois si merveilleuses et si terrifiantes? Est-ce vraiment de l'art ou bien une simple collection d'images privées? Qui est l'homme derrière cet univers étrange? Ce que je fais maintenant, quand j'étais petit, on appelait ça faire des bonhommes. Et j'ai fait des bonhommes toute ma vie. Il n'y a jamais eu un commencement, ça. J'ai jamais dit un jour je vais devenir peintre. Marcel, c'est quelqu'un qui, dans la vie, a décidé qu'il ne serait pas efficace d'une manière fonctionnelle, comme on l'entend normalement. Il n'a aucun diplôme, excepté son permis de conduire. Il insiste beaucoup là-dessus. Il en est très fier. Il a gagné sa vie chaque fois dans des situations insolites, à mi-temps, l'air de ne pas y penser. Il s'est installé dans la vie en laissant les autres s'installer à sa place. Marcel, c'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup d'amis femmes, étonnamment aussi, on pourrait dire, à première vue. En même temps, pas du tout, c'est la même piste qu'on peut suivre. Un enfant qui a besoin d'être entouré, choyé, cajolé. Un enfant qui peut être très attentif à quelqu'un, mais qui, en contrepartie, va chercher chez d'autres personnes un entourage chaleureux, beaucoup d'affection, beaucoup d'encouragement, une espèce de présence des autres, quelque chose qui l'environne et qui le protège de cette obligation d'avoir à vivre une vie adulte qui ne lui convient pas du tout. Quand j'étais à Montréal, moi, je disais, ce que j'aimerais, moi, c'est de trouver un boulot, travailler la moitié de la journée et l'autre moitié ne plus jamais penser à vendre mes peintures, vivre que pour ça, pour peindre. J'arrive ici sachant rien faire. Si j'avais annoncé, je veux bien travailler, ma condition, que je vais tous mes après-midi pour peindre, on m'a dit, écoute, mon vieux, si tu veux pas travailler, tu retournes chez toi. Eh bien, ça m'est arrivé sur un plateau. Cet emploi à la Maison des étudiants canadiens lui laisse la liberté de peindre et en prime une fontaine de jouvence. Des jeunes venus des 4 coins du monde étudier à Paris. Quand on arrivait à la Maison canadienne, il y avait un aspect familial et en même temps très diplomatique. Et Marcel Barry jouait le rôle dans cette maison de nous accueillir et aussi le rôle, je ne dirais pas de confesseur, mais de conseiller un peu dans nos petits malheurs, de s'adapter à un autre pays. Donc il y avait cet aspect psychologique de son personnage. On arrivait d'un pays où la confession avait joué un grand rôle, où on était habitué d'être aidé, d'être toujours conseillé, on sortait des couvents, des familles nombreuses. Alors Marcel jouait ce rôle de quelqu'un qui nous rassurait, qui nous savait nous écouter et gentiment nous diriger, mais sans jamais non plus. Il le faisait très habilement pour nous aider, parce que c'est une personne d'une grande bonté, surtout.
Mais que pouvait-il bien leur dire pour les séduire? Et comment faisait-il pour les rassurer? En tout cas, Marcel les choisissait bien, car elles sont venues nombreuses à son atelier. Si on ne voyait pas l'homme, et si on voyait des toiles, on imaginerait un homme méchant, pas avec des traits de Marcel. Et quand on voit Marcel et ses toiles avec la mort, avec la violence, on se demande comment un homme comme ça, avec un regard d'ange, peut peindre ce genre de toile. Quand j'ai acheté mes toiles chez Sennelier, bon, je ne sais pas monter les toiles, mais il les montait là-bas. Je m'arrangeais pour venir ici à l'heure du déjeuner, pour pas que les gens du quartier me voient avec une toile qu'on s'aperçoive un jour que je faisais de la peinture. J'avais honte de ça. Alors, la cité, il n'est pas question qu'on sache ça. Bon, et puis un jour, il s'est amené Monique Cloutier, et on a commencé à parler ensemble. Alors, en peu de temps, la communication se faisait très facilement. On a commencé à parler peinture. Il m'a montré d'autres de ses toiles. Puis là, il a vu que j'étais de plus en plus intéressée. Et il m'a amené dans son atelier, puis il m'a montré ses toiles. Je me souviens qu'il me disait à ce moment-là, c'est la première fois que je montre mes toiles. Ça me surprend que tu communiques. J'ai l'impression que tu les comprends, que tu les saisis. Puis c'était ça, j'étais touchée, vraiment comme si je faisais partie des toiles. Apparemment, c'était pour lui quelque chose d'exceptionnel. Et bon, après ça, il m'a toujours répété, c'est à partir de toi que j'ai eu le courage de montrer mes toiles à d'autres. Marcel Barry est quelqu'un qui est tout à fait obsédé par son œuvre et on peut pas dire ça de tous les artistes. Moi, j'en ai beaucoup fréquenté dans ma vie. Il y en a pour qui c'est un travail et c'est pas et qui ont beaucoup de talent, mais qui pour lesquels c'est pas une obsession. Dans le cas de Marcel Barry, on a affaire à un artiste authentique, c'est-à-dire quelqu'un qui est entièrement habité par son œuvre jusqu'au point où ça amène à une forme de je parle d'obsession. Certains diraient que ça va plus loin que ça. L'œuvre de Marcel Barry est très complexe. Elle fait appel à toutes sortes de sentiments. Elle est très privée, elle est très personnelle. Je pense que comme toutes ces œuvres-là qui sont entièrement et radicalement engagées dans l'expérience même de l'artiste, on ne peut s'y relier que fragmentairement. On est touché par tel tableau, on est horripilé par un autre. C'est une œuvre qui fait appel, dans sa nature extrêmement privée, extrêmement intime, à ce que nous aussi, nous avons de plus intime, de plus privé, de plus instinctif. J'ai moi-même réagi comme ça devant son œuvre, ayant été littéralement horripilé par certaines toiles, et d'autres qui m'ont touché à l'excès, qui m'ont littéralement transporté. Barry est un nomade du monde imaginaire. Pour retrouver son pays, il l'a quitté. La distance lui permet de mieux voir, l'exil de mieux sentir. Peut-être que s'il était arrêté ici, il aurait cherché à fuir ses souvenirs. Tandis que là, comme il se trouvait dégagé d'un certain poids, il pouvait aller chercher le beau côté de ce qu'il a vécu, tout en témoignant aussi des mauvais côtés, mais les mauvais côtés ne prenaient pas le dessus. Comme par exemple, dans les scènes d'intimité, on a très souvent un regard. Quelqu'un regarde et quelqu'un essaye d'empêcher les jeunes amoureux. Alors, à ce moment-là, comme il s'était affranchi de ça, il pouvait en témoigner. Mais s'il était resté ici, il serait probablement resté quelqu'un sur qui pèse toujours le regard d'un autre.
Mademoiselle Marcotte, c'était l'institutrice. Moi, je la vois vieille. C'est-à-dire, quand on est petit, elle avait peut-être 30 ans. Non, j'exagère, mais elle avait déjà été grisonnante, hein? Alors, à l'école, à ce moment-là, on dessinait une pomme, on dessinait une théière, on dessinait une tasse. Alors, moi, je faisais exactement ce que je fais maintenant. Je racontais mes histoires. Et ce qui se trouve, elle m'a laissé faire comme ça. Ça l'intéressait. Elle venait voir mes dessins, mes histoires. Et c'était toujours où je passais, liberté totale. Et c'est comme ça que l'enseignement doit être. Au tout début, si tu veux, la personne qui regardait ça, c'était mon père, qui avait peur que je devienne peintre. Mais il me donnait tout ce qu'il fallait pour, hein, des papiers, des couleurs et tout ça. Bon. Ce même père épingla sur la porte de son jeune fils la reproduction de ce portrait d'un pauvre artiste. Marcel n'en est pas affecté, au contraire. On imagine le clin d'œil qu'il fit au destin lorsqu'il retrouva, 50 ans plus tard, le même tableau au Louvre. Boudant les études, Marcel a fréquenté plusieurs séminaires avant d'aboutir à Nicolet. Il aime le dessin plus que tout, déteste le sport et étouffe dans l'atmosphère lourde et hypocrite de l'époque. Sur l'autre rive de la rivière, il trouve un vrai maître en Rodolphe Duguay, dans ce pavillon, l'atelier du peintre nicolétain. Ça peut pas être un homme plus simple, c'était un homme de la campagne qui vivait avec la nature, le ciel, les nuages, les champs, les arbres, ça c'était Duguay. Il m'a jamais dit faut peindre, faut faire comme ça, jamais. Mais il me faisait voir des choses, moi je connaissais rien, et on parlait, c'est tout. Puis je lui apportais mes trucs, et c'est ça qui l'intéressait. Il me disait par exemple, la composition, ça compte dans un tableau. Jamais on m'a parlé de ça. Aux Beaux-Arts, personne ne m'a parlé de ça, il n'y a que lui. Il m'a dit, voilà, je vais te donner, il y a certaines règles, tu vas voir, il m'a fait voir des tableaux, les anciens, tout ça. Je te dis ça, mais tu vas l'oublier, il faut que tu l'oublies. Et ça sera toujours là, et tu feras tes compositions, tu ne penseras pas à ça, ça sera instinctif. Mais il y aura toujours cette chose dans ta tête qu'on sait que ça existe, la composition. Et un jour, il me dit, écoute, tu perds ton temps là, au séminaire, qu'est-ce que tu fais là? Va à Montréal, à l'École des Beaux-Arts. Bon, alors moi, jamais ça me serait passé par la tête, ça. Mais alors là, j'ai sauté tout de suite sur le truc, parce que pour moi, c'était sortir du pensionnat, et à Montréal, ça, c'était formidable. Enfant, Marcel avait bien connu Montréal. À chacune de ses crises d'asthme, on l'expédiait chez le docteur en ville et ensuite au cinéma. À présent étudiant, il s'y retrouve seul, jeune provincial inscrit aux Beaux-Arts, avec la vague idée de devenir peintre. Alors Marcel, lui, c'était une bonne face ronde, mais pas toujours souriant, justement par cette timidité. Et tout à coup, je le voyais faire ses exercices. Ça m'a sauté dans le visage, ce qu'il faisait. Je me disais, mais mon Dieu, c'est tout un monde qui dessine. C'était macabre. Et comme j'avais jamais vu ça avant, je me disais, c'est original. Je pense que le fait d'avoir trouvé une idée, ça l'a déjà tout de suite mis en confiance vis-à-vis son moi intérieur. Il a dû se dire, je l'ai, ma veine. Il était accroché à son sujet et il n'en démordait pas. Et ça m'épatait. Il faisait des choses extrêmement bizarres qui me semblaient cauchemaresques. Moi, je ne connaissais rien, ni
au surréalisme, ni à Jérôme Bosch ou aux ancêtres du surréalisme, si vous voulez. Barye dérogeait complètement parce qu'il ne pouvait pas satisfaire aux exigences de l'École des Beaux-Arts. Il ne se soumettait pas à ça. Il était déjà sur une piste à lui. Il était très singulier. Disons que l'œuvre de Marcel Barye est un cas isolé dans la peinture québécoise, dans le sens qu'elle est une œuvre ni naïve, ni intellectuelle. C'est-à-dire c'est une œuvre personnelle, à savoir que le personnage s'est développé à l'extérieur de toute peinture. Le tableau, c'est comme du surréalisme avant l'automatisme, à savoir que le tableau est un lieu qui permet de transmettre l'univers onirique ou personnel de l'artiste. C'est-à-dire c'est un lieu où on transmet, par la voie de l'illustration, les images qu'il rencontre dans sa vie, ou qu'il rêve, ou qu'il conçoit. Donc, c'est une peinture qui n'a rien à voir avec la position de Bordua, l'expression par la peinture de l'âme intérieure, ou les plasticiens, le langage, ou quoi que ce soit. Donc, c'est une œuvre isolée, c'est une œuvre personnelle, mais si on voulait la juger en termes de développement de l'art ou de l'histoire de l'art, ben là, on fait fausse route. Les sujets des tableaux que nous avions à la maison étaient macabres. Mais l'esprit qui les anime n'a absolument rien de macabre. Ce sont des peintures extrêmement vivantes. Et ce sont des peintures d'un jeune homme qui est plein de vie, qui se débat contre la mort et qui entre à fond là-dedans pour en sortir, d'une certaine manière. Il y a toujours une petite étincelle qui montre que la balance penche du côté de la vie. Mais on voit que c'est vraiment la lutte entre la vie et la mort. C'est un espèce de vrai coup de foudre que j'ai eu pour ce type-là. On s'entendait à merveille, on a fait les 100 coups ensemble, quoi. Et des histoires, comme on dit, à dormir debout, quoi. Et lui, il allait encore plus loin que moi parce qu'il s'était organisé une espèce de squelette. Et puis souvent, je l'ai aidé à déménager pour ce plaisir-là, de voir les déménageurs monter le cercueil chez lui, parce qu'il montait ses bagages et puis il y avait le cercueil qui suivait. Et quand il recevait des copains, il y avait très peu de copains, mais quand il recevait des copains, il ouvrait son cercueil, il assoyait son squelette comme une présence, comme ça. Et il ouvrait un grand parapluie noir qui se suspendait au plafond. Et il disait, ça c'est pour l'atmosphère. Alors là, donc, il tombait exactement dans mes points de vue. Et lui qui n'avait aucun ami à l'époque, tout de suite on est devenu très très copains. Puis à l'École des Beaux-Arts, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et je voulais pas m'abrutir à prendre le nom des eaux et à prendre des dates. Donc je suivais bien les cours et je me présentais jamais aux examens. Alors, un jour, j'ai rencontré Maillard, j'ai dit, voilà ce que je fais. Puis ce que je faisais à l'école ne l'intéressait pas tellement. Ce qui l'intéressait, c'est ce que je faisais à la maison. Les séances étaient assez longues. Alors, moi, j'étais probablement fantaisiste et puis un petit peu comique. Et puis, à un moment donné, j'ai dû arriver, puis sauter sur le lit, puis je me suis amusée à lancer mes vêtements. Et il me racontait, Marcel, qu'il avait une tortue à ce moment-là qui m'amusait beaucoup. Et alors, la petite culotte est tombée dans le baquet d'eau. Et puis la petite tortue s'est mise à jouer. Alors, paraît-il que moi, je trouvais ça très drôle, que j'ai ri beaucoup et que ça fait un esclandre dans la maison parce que c'était une maison de monsieur et il n'avait pas le droit de recevoir des dames sur la rue Sainte-Famille. Alors, Marcel avait eu une permission, apparemment, Marcel Barye, parce qu'il avait besoin de modèles. Et moi, alors, j'aurais semé la panique. Et puis, tous les gars qui habitaient à la maison, à ce moment-là, auraient dit, si Marcel Barye s'amuse autant, pourquoi pas nous? Loin de l'automatisme et du refus global, Marcel ne se sent pas du tout ancré à Montréal. Suivant l'exemple de Rodolphe Duguay, il part étudier à Paris. Il est charmé par la ville lumière et par Lucette, sa future épouse. Puis, attirés par une promesse d'emploi comme enseignant à Montréal, les jeunes mariés reviennent vivre au Canada. Marcel n'obtient pas le poste attendu. Il cesse alors de peindre et travaille pendant 3 misérables années à Canadair, puis comme illustrateur médical pour son ancien mécène, le docteur Jutras, à l'hôpital Hôtel-Dieu. Il ne voulait pas rester ici.
Il voulait pas, il se sentait enfermé, il se sentait coincé. Et je me souviens de Lucette qui pleurait à la maison et qui disait, moi, l'odeur du métro me manque. Faut le faire, hein? Nous, on se regardait, on disait, c'est pas possible. Elle était vraiment... Et Marcel était dans le même état d'esprit qu'elle. Je me demande s'il a essayé de peindre ici. Je ne sais pas. Moi, je me souviens pas l'avoir vu peindre ici. Et j'ai l'impression que tout ce qu'ils ont essayé de faire, à un moment donné, quand ils ont pris la décision, qu'il a vu qu'il n'y avait rien à faire, c'est de ramasser de l'argent, prendre leurs billets, puis retourner en France. Lucette, la Parisienne, la gardienne du fort. C'est elle qui, depuis près de 50 ans, assure l'encadrement indispensable à la création. Bon café, c'est pareil dans ce bol-là. Hein? Ah! Oh là là! En ce qui concerne ses choix ou à cette ligne de conduite vis-à-vis de son art, moi je dirais qu'il n'a rien choisi, que ça correspond profondément à sa personnalité, que c'est pas une décision tout à coup, il a dit je vais être comme ça et qu'il en souffrirait, parce que n'importe qui aujourd'hui souffrirait de rester caché, de ne jamais parler publiquement de son œuvre, mais lui ça correspond profondément à sa personnalité, c'est-à-dire c'est comme un joyau, c'est comme un trésor qu'il a, c'est caché, c'est son côté peut-être enfantin aussi. Mais c'est ce côté si beau aussi du désintéressement profond d'un artiste. Les vrais artistes sont toujours désintéressés. Je le crois profondément, ça. Je pense d'abord en choisissant de s'exclure du regard des autres, déjà, Marcel affirme son droit de gérer sa vie. Il a gardé un regard émerveillé, un regard d'enfant. Il semble toujours découvrir les choses pour la première fois, ce qui est assez extraordinaire. D'un autre côté, il n'a jamais cessé de réfléchir comme un adulte sur le sens de la vie. Vous savez, pour moi, les vrais artistes, je vais dire quelque chose d'un peu brutal, ils sont tous un peu fous au sens où on entend une forme de dérangement. S'ils ne le sont pas, il y a des artistes qui ne le sont pas et je trouve dommage qu'ils ne le soient pas. En fait, les œuvres qui me touchent, en général, sont des œuvres débordantes et il faut pouvoir déraper pour produire peut-être des très grandes œuvres. Alors quand je dis ça, ça n'est pas négatif, mais il faut une forme de déséquilibre. Et les tableaux les plus intéressants, et ce qu'il a fait de plus intéressant à mon avis, c'est ce qui témoigne d'une forme de déséquilibre qui devrait tous nous toucher. J'ai été très croyant, mais j'ai commencé à éliminer tout de suite les trucs absolument... oui, et puis éliminer, jusqu'au jour où il n'y a plus rien. Bon, l'espèce animale s'est développée. Bon, puis ça, à un moment donné, ça a pris la direction de l'homme qui a pu développer davantage son intelligence, mais on est tous pareils. Et pourquoi les vaches ne sont pas éternelles? Les vaches qu'on met dans l'abattoir, ils passent au paradis après. C'est du moment qu'on a pris conscience de la mort qu'on s'est inventé ça. Parce que c'était inacceptable. Alors, on s'est inventé toutes sortes de choses, de toutes sortes de religions, pour se faire croire qu'après, ça allait être très bien. Mais il n'y a rien, je crois. J'aurais peut-être une bonne surprise, je veux bien. Mais en tout cas, c'est sûrement pas ce qu'on nous raconte, hein. On ne va pas aller jouer de la musique devant Dieu.
pas eu une création spéciale pour l'homme. C'est une continuation. Et le jour où on a compris qu'on allait mourir, c'est pas parce qu'on a compris ça qu'on était devenu immortel. Plus immortel que les singes qui étaient juste avant. Des fois, c'est un enfant, des fois, c'est une personne adulte. Si vous allez dans son atelier, vous voyez autour de lui tout ce qu'il y a. Il y a des petits objets de quand il était un jeune garçon. Il reste attaché à tout ça. Je pense que c'est merveilleux parce que le fait qu'on a grandi, le fait qu'on est adulte, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments d'enfant et rester attaché à notre enfance. Et c'est, si vous voulez ajouter quelque chose de nouveau à votre vie, avec les années, c'est ça qu'il a fait. Ça veut dire qu'il n'a jamais effacé une année pour rajouter une autre. Et c'est une année vécue en plus et en plus. Et c'est ça qui est extraordinaire de Marcel. Il y a toute sa vie là, dans ces tableaux, dans ces petits objets qu'il y a dans son atelier, dans sa personnalité. Tout est là. Marcel dit qu'il n'est pas retombé en enfance, il ne l'a tout simplement jamais quitté.